Bien. Alors dans la paracha de cette semaine, on va assister aux 3 derniers plaies des 10 plaies d'Égypte. Et on va assister également à tous les préparatifs de la sortie d'Égypte. Et donc dans cette paracha que nous allons recevoir la première mitzvah que la Torah donne au peuple juif en tant que peuple. C'est quoi la mitzvah en question? Rosh Chodesh. Quel hasard extraordinaire. On est justement au Rosh Chodesh. Ok. Bon, alors on va pas parler de la mitzvah de Rosh Chodesh elle-même. On va essayer de comprendre. On va revenir un peu sur des idées qu'on a déjà abordées dans le passé, à savoir quelle est la valeur de cette notion qui s'appelle le temps. Donc vous le notez, la première mitzvah que le peuple juif reçoit en tant que peuple, c'est la mitzvah donc, de Rosh Chodesh, comme vous l'avez dit. C'est une mitzvah qui est liée au temps. Ok? Mais ce n'est pas seulement une mitzvah qui est liée au temps, c'est la mitzvah dans laquelle on demande à l'homme de maîtriser le temps. Ok? Ça veut dire quoi maîtriser le temps? Est-ce que l'homme peut décider si maintenant c'est une nouvelle année ou pas une nouvelle année? L'homme ne peut pas décider. C'est pas seulement qu'il ne peut pas décider, l'homme n'a aucune intervention dans l'enchaînement des jours, l'enchaînement des semaines, l'enchaînement des années. Et voilà que dans l'enchaînement des mois, la Torah lui demande de prendre part et de jouer un rôle. Ok? C'est la mitzvah de Rosh Chodesh. Alors, c'est quoi Achodesh Hazeh Lachem? Alors, à l'époque où il y avait le Beth Amikdash, comment ça se passait? On déclarait le nouveau mois sur la base de quoi? De témoignage. D'accord? Alors, vous savez combien de temps dure un mois juif? 29 quoi? Hein? Alors, un mois juif, un mois lunaire, dure 29 jours, 11 heures, ok, et un peu plus d'une demi-heure. D'accord? Donc on est en galère, quoi, vous voyez. C'est pour ça qu'il y a des mois qui durent 29 jours et d'autres qui durent 30 jours. On peut pas changer de date au milieu d'une journée. Ok? Donc la question c'est de savoir, est-ce que le mois qui vient dure 29 ou 30 jours? Voilà, on sort ce soir du mois de... Très bien. Et on rentre dans le mois de Shvat. Ok? Très bien. Combien de temps dure le mois de Tevet? 29 jours. Ils sont passés où les 11h30? On les a fait cadeau au mois d'après. Ok? Pourquoi on les a fait cadeau au mois d'après? Sûrement que c'est lié au mois d'avant, où on a rajouté quelques heures au mois. C'est pour ça que le mois il avait 30 jours, et que c'est comme ça qu'on rattrape. Et constamment, on navigue, entre guillemets, entre 29 et 30 jours. D'accord? Mais ce n'est pas une fois 29, une fois 30. Ce serait trop beau. Ok? Maintenant, tout ça, on le sait à l'avance. Vous prenez un calendrier, vous pouvez savoir, aujourd'hui avec les programmes informatiques, vous pouvez savoir, dans 20 ans, combien de temps durera le mois de Tevet ou le mois de Shvat. D'accord? Dans la mesure où ce n'est pas des mois qui sont fixes. Maintenant, à l'époque, ce n'était pas comme ça. À l'époque, on n'avait pas établi un calendrier. À l'époque, le calendrier, c'était au mois le mois. D'accord? Donc, quand on apercevait la nouvelle lune, on savait que le nouveau mois était arrivé. Vous avez vu dans les synagogues, comme on cite le moment du molad. Vous notez ou pas? Vous avez déjà assisté? Non, en général, c'est le moment de la prière où ça commence vraiment à parler. D'accord? Début de Moussaf, on n'a plus trop les nerfs. Ok? Genre, on est arrivé tôt. On ne sait pas quand on est arrivé, mais en tout cas, ok?
Et là, le Chazan, il dit, au milieu de la Birkat HaChodesh, il dit attention, le molad. Alors, par exemple, le molad du mois de Shvat, c'était quand? Chazak, quelle heure? C'était 8 heures, quelque chose, je ne me rappelle pas exactement. D'accord? Ça change quoi de savoir si on est. À quelle heure, quand c'est le molad? En fait, ça change qu'il y a un tas de calculs à faire. Par exemple, vous savez que la Birkat Levana, on ne peut la faire que dans les 7 premiers jours. Ok? Mais 7 premiers jours, ce n'est pas le 7 du mois. C'est 7 jours depuis le molad. Donc en fonction de la date du molad, je sais jusqu'à quand je peux faire Birkat Levana. Bonsoir. Bref, je vois bien que ça vous ennuie, donc nous allons passer à la suite de notre cours. Ok? Donc, c'est le témoignage de 2 personnes qui faisaient décréter au Sanhédrin qu'on était rentré dans le nouveau mois. Ok? Non, ça pas ça. C'est mieux. Ok? Maintenant. Donc ça veut dire, en quelque sorte, que l'homme, il a, oui, un rôle à jouer dans le temps qui passe. D'accord? C'est ça la mitzvah de Rosh Chodesh. Donc elle est liée que au mois, non, évidemment, par voie de conséquence, les années aussi, la date de la nouvelle année va dépendre du Rosh Chodesh, mais en tout cas la mitzvah, elle est sur le Rosh Chodesh. Donc récapitulons. La première mitzvah est liée au temps. Ok? Très bien. Quelle est la première chose qu'Hachem a créée dans le monde? Non, la lumière. Le temps. Pourquoi le temps? Bravo. Premier mot de la Torah, Bereshit, au commencement, Hachem a créé. Après, il y a tout le reste, tout ce que vous avez dit. Mais c'est-à-dire que la première notion qui apparaît dans le monde, c'est Bereshit. C'est quoi Bereshit? C'est un temps, mieux, c'est une chronologie. D'accord? La chronologie. Maintenant, la mitzvah de Rosh Chodesh, comment elle commence? De la même manière, à Chodesh Azelachem, Rosh Chodashim. Ok? Ce mois-là, c'est le Rosh, sur le début de tous les autres mois. Donc, déjà, Chodesh, mois, ça vient du mot Chadash. Donc, c'est un début. Celui-là, le mois de Nissan, le mois de la sortie d'Égypte, c'est le début de tous les mois. Ok? Maintenant, regardez. On avait déjà expliqué cette idée-là. On y revient en guise de préambule par rapport à ce qu'on veut dire. Quel est le premier commentaire de Rashi sur la Torah? Le premier. Le deuxième, je ne dis pas le premier. Hein? C'est-à-dire? Ça aurait dû commencer par la première. Alors, c'est quoi la question? Regardez, bravo, Rashi dit comme ça. Lo haya tzarich le'atril et Torah elam yachodesh azelachem. Rashi dit, la Torah n'aurait pas dû commencer à Bereshit, elle aurait dû commencer à Chodesh Azelachem. Ça arrive à tout le monde. Ok? C'est quoi la question? Oui? À Chodesh Azelachem, ça ne commence pas par un Aleph. C'est une bonne question, mais ce n'est pas celle de Rashi. Pourquoi la Torah elle commence par le récit pour raconter qu'est-ce qui s'est passé à la création du monde? Et pas par... Très bien. Pshat de Rashi. D'accord? Explication simple. On a dans le niveau ce soir. Ok? Première question de Rashi selon le Pshat. Vous allez voir qu'on va donner une autre explication. Pourquoi la Torah elle commence par des histoires? Et au début, il a créé ceci, et après, il a créé cela, et Abraham épousa Sarah, et Yosef il disputait avec ses frères. C'est des histoires. La Torah, c'est pas un livre d'histoire. Que la Torah commence par les mitzvot, c'est ça qui nous intéresse. D'accord. Première explication, c'est le pshat, pas mal, c'est très beau. Ok. Rashi répond ce qu'il répond. Voyons Rashi d'une autre façon. On a 2 commencements possibles. On a un commencement qui s'appelle Bereshit, et on a un commencement qui s'appelle Rosh Chodashim. Quel est le point commun? Vous savez, mes chers amis, quand on pose une question de ce style, hein, pourquoi ça et pas ça? D'accord? Pourquoi ça et pas ça? J'ai fait un choix, d'accord?
j'ai choisi une cravate bleue, et vous venez, vous me dites, pourquoi pas la rouge? Alors moi, j'ai une question, je veux comprendre votre interrogation. Et pourquoi la rouge plus que la bleue? Ok, admettons que je n'ai pas d'explication pourquoi la bleue avant la rouge. Mais j'ai mis la bleue. Vous venez, vous me dites, non, mais pourquoi pas la rouge? Pour quelle raison vous posez la question? Vous comprenez? C'est-à-dire que quand quelque chose existe, c'est déjà une réalité. Vous proposez une autre réalité. Il faut qu'il y ait un rapport. Il faut qu'on puisse dire, non, en fait, on aurait pu commencer par ça, finalement on commence par ça, mais il y avait, s'il y a une interrogation, c'est qu'il y avait une vraie raison dans les deux possibilités. Mais chers amis, c'est ça une question. Une question, c'est pas pourquoi, Stam. Non. Une question, c'est un pourquoi tu as choisi la bleue. Selon le raisonnement pour lequel tu as choisi la bleue, ben, tu aurais pu aussi choisir la rouge. Donc j'ai une question, pourquoi pas la rouge? Mais si c'est parce que la rouge, elle vous plaît à vous, c'est pas une question. Encore une fois, une question n'est valable que quand les alternatives sont comparables. Donc, ça veut dire qu'il y a un point commun entre ce qui existe et ce que vous proposez. Et moi, je vais vous dire non, j'ai préféré celui-là parce que ceci. Mais vous allez m'argumenter, non, mais moi, je pense que tu aurais dû commencer ça parce que ceci. Très bien. Ok, mais quand les choses n'ont pas de rapport, c'est pas une question. Il faut toujours qu'il y ait un rapport dans une question. Il faut toujours qu'il y ait un rapport. J'explique. Quand vous posez une question à quelqu'un, c'est votre perception contre la sienne. Il n'y a pas de rapport. Une vraie question, c'est quand vous dites à quelqu'un, mais toi-même, tu penses que... Alors pourquoi? Ça, c'est une question. Rachid vient et dit, pourquoi pas Chodesh Hazelachem? Ok, il y avait l'explication de la mitzvah, elle est très belle. Il y a une autre explication. C'est que le point commun qui est entre Bereshit et Chodesh, c'est quoi? C'est que là, on est dans un début, Bereshit, et là, on est dans un autre début. Vient Rachid, et il pose une question. Pourquoi ce début plus que celui-là? D'accord? La question, mes amis, elle est très forte. Le Bereshit, c'est une histoire. C'est le début de Hachem. On a joué un rôle, nous, dans Bereshit, pas du tout, on n'était même pas là. Mais quand la Torah, elle vient, elle me propose un autre début, un début dans lequel j'ai un rôle, demande Rachid, bah, ça aurait été beaucoup plus intéressant de commencer la Torah dans le Réchit, dans lequel l'homme, il a un rôle à jouer. Tout le reste, c'est de l'histoire. On est des spectateurs. La Torah, elle n'est pas là pour raconter une histoire à laquelle j'assiste, les bras croisés, même si elle est belle. Non, c'est quoi une mitzvah? Une mitzvah, c'est une démarche dans laquelle la Torah, elle veut m'impliquer. Donc, le Réchit de Chodesh Hazelachem, il est beaucoup plus intéressant parce qu'il implique l'homme. Alors que le Bereshit de la Torah, il n'implique pas l'homme, l'homme est un spectateur. Voilà la question de Rachid. Et Rachid va répondre à ce qu'il a à répondre. Ok? Mais moi, la réponse ne m'intéresse pas. Moi, ce que j'aime, c'est les questions. Vous savez que dans la vie, les questions sont toujours beaucoup plus intéressantes que les réponses. Mais c'est vrai. Vous remarquerez que souvent, quand on répond à une question, c'est pour se débarrasser de la question. Ok? Or, c'est faux. Parce que moi, je viens et j'argumente à l'inverse. Même quand on a répondu à une question, la question continue d'exister. Vous saviez ça? Ça n'a rien avec mon cours. On n'est pas toujours content de la réponse. Jamais. C'est pas grave. C'est pas grave. Ce qui fait vivre l'homme, c'est pas les réponses, c'est les questions. Demandez à un enfant. Chez l'enfant, tout est une question. On en a parlé la semaine dernière. Tout est une question. L'adulte, il arrête de poser les questions parce que, soi-disant, il veut des réponses. C'est pas vrai. On peut rester jeune toute la vie. Vous savez comment on reste jeune? Hein? Vous n'avez pas l'air de savoir. Vu vos têtes, vous n'avez pas l'air de savoir. Je plaisante. Ok? On reste jeune quand on reste dans la question. Quand on est capable de ne jamais classer une question. Regardez, dans la vie, il y a deux types de questions, les bonnes et les mauvaises. Les mauvaises questions sont celles qui s'annulent avec une réponse. Quelle heure il est? Il est telle heure. Ah, c'est bon, j'ai plus de questions. C'est vrai, j'ai plus de questions. C'était pas une question. Quand dans la vie, on pose une vraie question, même après la réponse, la question, elle existe. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais.
Ok, je t'ai répondu, mais bravo, ta question était excellente. Rachi, il y a une réponse. Mais moi, ce n'est pas la réponse qui m'intéresse, c'est la question de Rachi. Rachi il compare Bereshit, il compare Rosh Chodashim. Tiens, qu'est-ce que ça implique pour moi? Il est où le comparatif? Il est où le parallèle entre les deux? Et moi, je vais vous expliquer. Hein, parce que tout ce que je vous dis, ce n'est pas des théories comme ça que j'invente à 2 balles. Ok? Je vais vous expliquer que la vie, c'est la question. On vit grâce aux questions. Je vais aller encore plus loin. On mesure l'intelligence de quelqu'un à la question qu'il est capable de poser, jamais à la réponse. Quelqu'un est intelligent quand il pose une bonne question. Moi, j'ai étudié avec un maître, le Rav Toledano, Rav Nissim Toledano. C'était un grand Rav, un grand érudit, un grand Talmid Chacham. Il était réputé dans tout Bnei Brak. À l'époque, je vous parle de ça il y a très longtemps. Il venait du Maroc, en passant par l'Angleterre. Il m'a dit, je suis arrivé à la yeshiva, personne ne voulait étudier avec moi. Il a étudié dans la fameuse yeshiva de Poniovitch. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de choix. D'accord? Et à Poniovitch, la plupart des gens, ils parlaient le yiddish. Et lui, il est arrivé, il parlait yiddish, mais avec un accent marocain. Il me dit, les gens ne voulaient pas étudier avec moi, ils me prenaient pour un phénomène. D'accord? Jusqu'à un fameux jour, un jour incroyable, dans lequel il a posé une question. Et cette question, j'en ai entendu parler à de nombreuses reprises. Dès que je disais à des gens, j'étudie, je suis avec le Rav Nissim Toledano, on me dit, ah, celui qui a posé la question, authentique, hein. Et un jour, je lui ai dit, Rav, vous pouvez me raconter l'histoire de cette question? Et il m'a dit, je vais te la raconter. Juste pour que vous compreniez. Des années après, quand il est niftar, je suis allé voir ses enfants pendant les 7 jours. On était très très proches. Et il y avait tous ses enfants, c'est tous des rabbinim. Et je leur dis, je me rappelle plus comment je leur ai dit, j'aurais dit un truc comme ça, du style, en tout cas, l'histoire de la fameuse question. Alors il y en a un qui me dit non, c'est une légende, c'est pas une vraie histoire. Alors, je dis, comment c'est pas une vraie histoire? Il me dit, ouais, on a demandé 10 fois à notre père, il nous a toujours dit que c'était pas vrai. Et là, moi, je leur dis, mais moi, il me l'a raconté, l'histoire. D'accord? Branle-bas de combat. Quoi? Elle est vraie? Ok, je vous dis pas. Ils m'ont fait raconter l'histoire 10 fois. C'est quoi l'histoire? C'est quoi l'histoire? On est donc dans la yeshiva de Poniovitch. Je vous parle dans les années 50. D'accord? Et le Rosh Yeshiva de Poniovitch, c'était le Rav Shach. C'était très très connu. Le Rav Shach, il avait une technique dans son shiur, d'accord? C'est pas du tout la mienne, hein, que l'on soit bien d'accord. Il parlait quelques minutes, il exposait son idée. Bon, c'est un cours de Talmud, ça n'a rien à voir, ok? Et puis, il se taisait et il laissait les élèves parler entre eux. D'accord? Maintenant, dans la yeshiva, il y avait 600, 700 élèves. Bon, vous imaginez la panique. Il parlait 5, 10, 15 minutes, il s'arrêtait, et le Rav, il me racontait. Et tout d'un coup, c'était genre des hurlements. Les gens, ils parlaient entre eux, tata. Ça compris, il a dit le Rav, non, mais ça, c'est pas possible, parce que Tosfot, il a dit ça, et Rashi, il a dit ça, tata. Ok? Le Rav, il est laissé pendant plusieurs minutes. À ce moment-là, il y a même des élèves qui venaient parler avec le Rav. Tout d'un coup, le Rav, il faisait comme ça son Steinder. Il me dit, en une seconde, tout le monde se taisait. Tout le monde se taisait. Il dit, et donc là, le Rav, il reprenait son shiur, et là, personne n'allait jamais oser interrompre le Rav pour lui poser une question. Ok? Depuis des années, ça fonctionnait comme ça. Ça a fonctionné comme ça jusqu'à la mort de Rav Shach, qui est mort des années après cette histoire que je vais vous raconter. Moi, j'ai un de mes frères qui a étudié à la yeshiva de Poniovitch quand le Rav Shach était encore le Rosh Yeshiva. D'accord? Donc vraiment, c'était une institution. Pendant peut-être 50 ans, le Rav donnait shiur. C'est comme ça que ça se passait. Rav Toledano, Rav Nissim Toledano, il me raconte qu'un jour, le Rav, il fait son shiur, c'est la guerre, tout le monde discute, machin, etc. Et il me dit, et moi, il y a un truc qui ne va pas. Le Rav, il a dit ça, mais ça ne correspond pas, etc. J'ai une question. Il me dit, le Rav, il tape sur le Steinder, tout le monde se tait. Il me dit, moi, j'arrive avant que le Rav il commence à parler. Donc, il y a quoi? Il y a une seconde. Il me dit, hop, je m'engouffre dans la brèche, je pose ma question. Il me dit, alors, qu'est-ce qui se passe?
Il y a un silence de mort. D'accord? Je pose ma question, toute la yeshiva, elle entend ma question. Et le Rav, il m'écoute. Et là, il y a un silence. Et le Rav, le Rav, il me regarde. Et le Rav, il réfléchit. Ça dure comme ça, peut-être 2-3 minutes. Tout d'un coup, le Rav, il ferme sa Guémara. Et il dit, le chiour est annulé. D'accord? Il me dit là, la guerre mondiale. Il me dit pendant 3 mois, je ne pouvais pas faire un pas dans la yeshiva sans être agressé. Les gens m'agressaient, ils me disent ah mais ta question elle n'est pas là, tu aurais dû répondre ça. Nanana. Il est resté connu jusqu'à la fin de sa vie grâce à la question qu'il a posée. D'accord mes amis, une question, c'est une vraie valeur. Ça s'en fout. Il me faudra quelques années pour t'expliquer. D'accord, enfin, en tout cas, il faut être dans la sougia, quoi. C'est... Ok. Peu importe. D'accord? Rashi, tous les commentateurs du Talmud, ils sont connus pour leurs questions, pas pour leurs réponses. Bon voilà, je me rappelle à la yeshiva, le plus grand compliment, c'est quand on posait une question et que le Rav nous disait « Ah, bravo, c'est la question que pose un tel. Oh, » Genre, c'était encore mieux que de donner une réponse. D'accord? Alors moi, c'est ce que je veux expliquer, mes chers amis. Je vais expliquer que, en fait, dans le questionnement, il y a un vrai signe d'intelligence. Ok? Et que cette intelligence-là, on va faire un parallèle entre cette notion que je viens d'expliquer et la notion qui s'appelle le commencement. Le commencement. Ok? Bereshit ou alors Rosh. Rosh Chodesh. Rosh et Chadash à la fois. Ok? Très bien. Donc vous savez que dans la Torah, il y a plusieurs mots pour désigner l'intelligence. On le voit dans la paracha de Kitissa, lorsque Akadosh Baruch Hu donne l'ordre de construire le Mishkan. Ok? Il y a marqué comme ça, celui qui va être l'artisan du Mishkan, comment il s'appelle? Betzalel. Ok? Donc Dieu dit à Moshe, prends ce Betzalel, ok? Et c'est lui qui va être la cheville ouvrière. Ok? Écoutez bien. Va amaler au roi Elokim. Hachem dit, je l'ai rempli littéralement du souffle d'Hachem. Bechorma, bidvuna ou bedaat. Il lui a donné 3 choses, 3 mots qu'on peut traduire, les 3 par le mot intelligence. Chorma, bina, daat. D'accord? Vous connaissez la différence entre les 3? À peu près? Si c'est à peu près, c'est ni chorma, ni bina, ni daat. Ok? Discernement. Alors, on dit que la première, c'est l'étincelle. Vous voulez pas me laisser? Non, moi je connais pas plus que vous. Je vais vous dire ce que dit Rachim. Et soyez gentils, mesdemoiselles. Hein, ne tentez pas votre chance en me disant ah ouais, Bina, c'est l'intelligence féminine, tout ça, machin. D'accord? Je connais des hommes super intelligents, des femmes qui le sont encore plus, et le contraire aussi. D'accord? Donc c'est pas de ça qu'il s'agit. Regardez ce que dit Rachim. Bechorma. Ma she'adam shomea dvarim me'acherim velamed. Écoutez bien, chorma. Si j'en crois Rashi, c'est la connaissance. Écoutez bien. C'est la part d'intelligence que l'on doit forcément à quelqu'un d'autre. Vous l'avez entendu, vous l'avez lu, on vous l'a appris. Ok? C'est une connaissance. Dans la vie, il y a une énorme part d'intelligence que l'on doit aux autres. Vous prenez un enfant, à sa naissance, vous l'isolez. Il reste seul. Juste vous le nourrissiez. Il survit. Il ne connaîtra rien. Il ne saura jamais parler. Il ne sera jamais capable de comprendre quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'il n'aura pas cette première dimension qui s'appelle chorma, celle que l'on reçoit des autres. Mes chers amis, toute votre chorma, vous la devez à d'autres personnes. Elles sont peut-être innombrables, les personnes qui ont composé votre chorma.
Mais c'est pas vous, c'est d'autres personnes. Information. Tu l'appelles comme tu veux. Chez nous, ça s'appelle de la chorma. La chorma, c'est ce que mon père m'a appris, ma mère m'a appris, mon grand frère m'a appris, mes amis, mes professeurs, mais aussi Rashi, Rabbi Akiba, Sartre, qui vous voulez, tout ce que j'ai appris à l'école. D'accord? Tout ça, c'est ma chorma. C'est une somme de chorma. Maintenant, il n'y a pas deux personnes qui sont identiques. Pourquoi? Parce que même quand vous avez les mêmes parents, les mêmes amis, les mêmes tout ce que vous voulez, non, je vais reprendre ton expression, il y a des infos que moi j'ai eues, que vous n'avez pas eues, et vice-versa. Donc on a chacun sa chorma. La chorma, c'est une somme de connaissances que l'on possède. Après, la connaissance, elle fait son chemin. D'accord? Pas toute connaissance ne pénètre de la même manière dans chaque personne. Ok. Donc, on est capable d'une chorma différente, vous et moi, même si on possède les mêmes infos. Mais en tout cas, ça vient des autres. Deuxième intelligence, bidvuna, ce qu'on appelle la bina. Écoutez bien. Mevin davar milibo mitor dvarim shelamad. Alors lui, il m'a appris A, lui, il m'a appris B. Alors moi, je fais A plus B, A et je comprends qu'égale C. D'accord? Ça veut dire, de ce que j'ai appris des autres, alors je comprends milibi, de mon cœur à moi. Ok? C'est la déduction. Donc là, il y a déjà une note un peu plus personnelle, n'est-ce pas? C'est-à-dire que, écoutez bien, il y a un peu plus d'intimité avec sa propre intelligence. J'ai de la chorma, j'ai de la bina, mais attention, l'intimité qui est entre ma chorma et moi n'a rien à voir avec l'intimité qu'il y a entre ma bina et moi. Elle est plus originale. Elle est plus, elle provient plus de ce que je suis. Vous entendez? De ce que je suis. C'est-à-dire que dans la vie, des fois, on peut être très intelligent. Il y a des déductions que l'on ne fait pas. C'est pas venu. C'est comme ça. J'avais les infos, mais j'ai pas percuté. Ok? Mais je t'ai dit ça, tu aurais dû comprendre que c'est vrai. Excuse-moi, j'ai pas fait le lien. Ça veut pas dire que vous êtes bête. Ça arrive. Ça arrive en fonction de quoi? Un tas de paramètres. Les paramètres qui font ce que je suis. Aujourd'hui, je suis en forme. Aujourd'hui, je suis concerné. Aujourd'hui, je suis intéressé. D'accord? Aujourd'hui, je suis concentré. Donc, ce n'est pas seulement des capacités, c'est un vécu. C'est un vécu. Si vous voulez, j'ai envie de dire comme ça. La première intelligence est l'intellectuelle. La deuxième, elle est une expérience. Bina. Et c'est très intéressant parce que pas tous les jours, je ne fais les mêmes déductions avec les mêmes infos. Parce que je ne suis pas tous les jours le même. Tous les jours est une expérience différente. Voilà ce que c'est Bina. D'accord? Bien. Et vient la troisième intelligence, celle qui est la plus difficile à percevoir. Et Rachid d'ailleurs va employer des mots qui nous dépassent complètement. Il va dire Ruach HaKodesh. Da'at, c'est Ruach HaKodesh. Intuition. Ruach HaKodesh, c'est l'Esprit Saint. On est mal, hein? On est mal. C'est quoi Kadosh? C'est quoi Kodesh? Quoi, c'est réservé à une élite qui est que pour les tzadikim? Les autres, ils ne peuvent pas avoir date. Alors, on va essayer d'expliquer ce que c'est Ruach et ce que c'est Kodesh. D'accord? Et en fait, notre objectif, écoutez bien, c'est de définir que si je reprends l'expression que j'ai inventée tout à l'heure, hein, je n'engage comment dans cette expression, si l'intimité est encore plus grande entre Bina et moi qu'entre Chorma et moi, entre Da'at, elle est encore beaucoup, beaucoup plus grande. Et écoutez bien, ça ne va pas vous plaire, mais Da'at, ce sont les capacités intellectuelles d'une personne grâce à ses midot. Voilà ce que dit Chachamim. Incroyable. Vous saviez-vous que l'intelligence dépend des midot, des qualités humaines? Saviez-vous que les généreux étaient plus intelligents que les égoïstes? Ah ouais, ben moi je savais pas. Hein. Moi je savais pas. Je vois pas le rapport. Au contraire, moi j'avais toujours l'impression que les gentils, c'était des gens gentils. Alors en fait, il ne s'agit pas
Vous savez, chez nous, l'intelligence, ce n'est pas un chiffre, on l'a déjà dit plusieurs fois dans nos cours. Il n'y a pas un coefficient intellectuel. Je sais pas. Vous avez déjà calculé le vôtre, votre QI? Non? Si? Ouais? Moi, non, jamais. 5 intelligences, oh là là. Il est au-dessus. Ah bon? Ah ouais. Et si je vous disais que les catégories que vous venez de m'inventer à l'instant, j'arrivais à les intégrer dans Chokhmah Bina et Da'at? Ou alors vous voulez me dire que si vous avez plus que 3 intelligences, vous êtes mieux que Betzalel? Ça m'étonnerait. Vous savez pourquoi? Parce que de Abraham, on m'a dit plein de choses, de Yitzhak, on m'a dit plein de choses, de Yaakov, de Yosef, de Moshe, de Betzalel. C'est le seul homme dans la Torah dont on dit qu'il est intelligent. Peut-être que si vous étiez contemporain, on aurait parlé de vous plutôt que de Betzalel. Peut-être. Excusez-moi de ne pas vous connaître. Hein. Assez. Ok? Et le seul qu'on connaît plus intelligent, c'est Shlomo. Mais bon, c'est pas le débat. Oui? C'est une explication. Ça ne me permet pas de mieux comprendre en quoi l'intelligence, elle fonctionne mieux. Ah non, non. On va être très clair. On va employer des mots très simples. On va expliquer qu'il y a un travail sur soi qui permet une perception plus développée. C'est tout. C'est tout. Ça marche aussi. Si on a plus de connaissances, on va des bonnes idées. Si on a des... Je me risquerai pas à dire une chose pareille. J'ai l'impression que c'est le contraire. Dans la vie, plus on a de connaissances, plus on a tendance à se sentir supérieur. Donc il y a un problème de midot. Bref. Alors on va essayer d'expliquer. On va essayer d'expliquer. Alors regardez. Évidemment, je vais employer des termes. Je vais me servir de certaines notions qui sont basiques. Par exemple, voilà. Encore une fois, il n'y a pas de hasard, on en a parlé la semaine dernière. Quelqu'un, quand on sort des toilettes, on fait une bracha, n'est-ce pas? Vous la connaissez la bracha? Bravo. Asher et Adam bechorma, etc., etc. Et regardez l'expression comme elle est intéressante. Galouy veyadoua lifne kise kevodecha. D'accord? Ça veut dire quoi, galouy veyadoua? De quoi on parle? On va nous dire comme ça que si jamais il y a une des cavités qui se bouche ou un des orifices qui se bouche, alors l'homme ne peut pas survivre, même pas un seul instant. D'accord? C'est clair. Très bien. Mais on nous parle apparemment d'une évidence. Or, comment on exprime cette évidence? Par les mots galouy veyadoua. C'est quoi galouy veyadoua? Galouy, c'est dévoilé. Yadoua, c'est... Hein? Alors, Yadoua, ça vient de date, facile. Et Galouy? Ben, Galouy, pareil. Galouy, ça vient de Chokhmah. Pourquoi de Chokhmah? Parce que c'est ce qui est connu, dévoilé à Chokhmah. Pareil, on a dit tout à l'heure l'info, la connaissance que j'ai. Ok? Maintenant, écoutez bien, comment on passe de Galouy à Yadoua? Ok? Galouy veyadoua. Vous savez ce que c'est Galouy veyadoua? Galouy veyadoua, c'est une connaissance qui est une évidence. Qui est une évidence. Ok? Vous savez que l'évidence dans la vie, c'est la chose la plus difficile à définir. Qu'est-ce qui est une évidence? Par exemple, vous avez déjà écouté un philosophe ou un intellectuel de haut niveau vous parler? Hein? Vous avez remarqué, ils ont tendance, par exemple, ils adorent rendre pas évident tout ce qui était évident avant qu'ils parlent. Ils vous prennent un problème simple et vous y retrouvez pas. Et eux, ils font un kiff terrible. D'accord? Et moi, j'ai un kiff, c'est Galouy veyadoua. Galouy veyadoua, c'est magnifique. Ok? Il y a une Gemara qui dit quelque chose de très intéressant. La Gemara, elle dit En Simcha. La Gemara, elle dit la plus grande joie dans la vie, vous savez ce que c'est? Atarat Sfekot. C'est quand j'avais un doute et que j'ai résolu mon doute. J'ai résolu aucun problème, mais c'est plus un doute. C'était un safek, et maintenant c'est quoi? C'est Galouy veyadoua.
Ça vous est déjà arrivé? Ouais. Racontez-moi. Non. Attention, j'avais un safek. Déjà, il faut savoir ce que c'est un safek. Un safek, c'est quand je suis dans une situation où, bémette, je ne sais pas quoi faire. Pourquoi? Parce que j'ai deux possibilités, mais les deux se valent. J'ai autant de chances, de raisons de dire oui que de dire non. Ça, c'est un safek. Dans la vie, quand je ne sais pas, c'est pas un safek. Quand j'ai très, très, très envie de dire oui, mais je sais qu'il faut dire non, c'est pas un safek. Je sais qu'il faut dire non. Un safek, c'est quand vraiment je ne sais pas, quoi. J'ai autant de raisons de dire oui que de dire non. Vous voulez un exemple? Ouais. Merci. Il a senti que j'avais très envie. D'accord? Par exemple, je suis en chidour. Oh, vous savez ce que c'est? Et je suis en safek. D'un côté, la personne est très intelligente, très gentille. Elle a beaucoup de qualités, hein? Et de l'autre côté, et je sais pas, moi. Je suis en plein safek. Eh ben, que l'on dise oui ou que l'on dise non, c'est une simcha. J'ai dit non, moi j'ai classé l'affaire, ça y est, j'ai décidé, il n'y a plus de safek, c'est non. D'accord? J'aurais préféré que ça finisse différemment. Mais même ça s'appelle une simcha. Regardez, c'est très intéressant. Parce que la simcha, c'est un sentiment. Alors que le safek, normalement, c'est intellectuel. Or, quand j'ai plus de safek, c'est un problème intellectuel que j'ai réglé. Puisque j'ai bien expliqué qu'un safek, c'est deux possibilités qui se valent. Et qui n'ont aucun rapport avec la simcha. De là apprennent les Chachamim que résoudre un safek, c'est une vraie expérience de vie. Ce n'est pas un exercice intellectuel. Mais jamais écoutez bien ce que je vais vous dire. Quand vous avez des conseils à demander, ne cherchez pas les plus intelligents pour vous aider à vous donner des conseils. C'est magnifique. Non. Cherchez les gens qui sont les plus vivants. Ah, vous allez me dire, mais comment c'est? Ça, j'explique. Quand j'ai besoin d'un conseil, moi, je vais essayer de chercher la personne qui va pouvoir vivre mon problème. Parce que moi, mon problème, quand j'ai notamment un safek, un doute, c'est pas seulement un problème dans ma tête, c'est toute ma vie qui est impliquée dans ce dilemme. Et comment quelqu'un qui est à l'extérieur, pour qui ce n'est qu'une réflexion intellectuelle, vous voulez qu'il arrive à résoudre mon problème, qui pour moi est un problème de vie? Mais non, c'est pas possible. N'est-ce pas que ça vous est déjà arrivé? Vous allez voir quelqu'un, il vous donne une réponse, et quand il vous l'a dit, quelque part vous dites, mais c'était évident qu'il allait me dire ça. Et en fait, vous avez le sentiment qu'il n'a pas compris la question. C'est très frustrant. On ne peut pas demander conseil à n'importe qui. C'est-à-dire qu'on ne peut demander conseil qu'à celui qui est capable de vivre, comme nous, les questions qu'on peut lui poser. D'accord? Alors maintenant que je vous ai balancé tous ces paramètres, ok, d'après vous, pour résoudre un safek, d'accord, j'ai un safek, j'ai un dilemme, je veux le résoudre, est-ce qu'il me faut de la bina, de la chorma ou du dat? C'est jamais une bonne réponse. Jamais une bonne réponse. Quand je vous demande de choisir, il faut choisir. Pourquoi date? Parce que c'est voir à Kodesh. Et alors? On est vraiment investi dans la chose. Voilà, bravo. Parce que je suis vraiment à fond dedans, quoi. Parce que plus une intelligence, elle est liée à ma vie, à mon fonctionnement, ok, et plus elle correspond, elle va être l'outil qui me permettra de résoudre le problème. Mais sinon, si c'est que la chorma, la chorma, on a dit tout à l'heure qu'il y a moins d'intimité, c'est-à-dire elle est moins liée à ma vie, ma capacité de chorma, que ma capacité de bina, et à plus forte raison, celle de date. Et c'est ça que je vais vous expliquer. Pourquoi on va dire que
celui qui a des bonnes midotes, il a plus d'intelligence. C'est pas qu'il a un coefficient intellectuel plus élevé, non. Non. C'est que les midotes, mes chers amis, c'est ce qui permet de sentir les choses. Écoutez bien, moi j'adore le mot sentir. J'adore ce mot. Parce que je vous avais déjà expliqué que lorsque l'homme est devenu un être vivant, Dieu lui a insufflé une âme. Et par où il a insufflé l'âme? Par le nez. Par le nez. Il aurait pu lui insuffler par la bouche, qu'on respire aussi par la bouche. Et à quoi sert le nez? Quelle est la fonction spécifique du nez? Ça sert à sentir. De là, il y a une grande règle. Une règle immuable. C'est que l'odeur, elle est un indice de la vie. Ce qui vit sent bon, ce qui sent mauvais ne vit pas. Et plus une chose sent mauvais, et moins elle vit. Oh, incroyable. C'est vrai, tout vit. Mais, par exemple, quand vous prenez un fruit ou un légume, ça sent bon, il y a une odeur. Mais si ça pourrit, c'est-à-dire que si le fruit ne vit plus, ben, ça va dégager une mauvaise odeur. Et plus il va pourrir, plus il va avoir une mauvaise odeur. N'est-ce pas? Mais dites-moi, qu'est-ce qui vit plus, un fruit ou un animal? Hein? Pardon? Non, il y a des choses que je veux bien vous apprendre. Mais il y en a d'autres que vous êtes censés savoir avant de venir. D'accord? Un fruit, ça vit pas. Un animal, ça vit. D'accord? Quand j'ai dit tout à l'heure un fruit, le fruit vit, c'est une métaphore. Ok? Vous avez bloqué sur la métaphore. C'est une métaphore quand même. C'est vrai qu'entre un fruit pourri et un fruit frais, il y a un sentiment de vie et de pas vie. Mais entre un fruit et un animal, il n'y a aucune comparaison. Et bien voilà pourquoi l'animal, quand il ne vit plus, il sent beaucoup plus mauvais qu'un fruit qui ne vit plus. Et un homme, il sentira encore plus mauvais qu'un animal. Parce qu'il vit encore plus. Vous voyez? C'est ça les odeurs. Les odeurs qui vous dérangent, que l'on peut d'ailleurs sécréter soi-même. Ce sont des odeurs qui nous rappellent la partie non vivante qu'il y a en nous. Terrible. C'est pour ça que ça dérange. C'est pour ça que quand on se lève le matin, on sent moins bon en général que... Mais oui, mais c'est vrai. On dort. Quand on dort, on est moins vivant. Il y a moins de vivacité. Maintenant, il y a des personnes qui sont nauséabondes, mais pas physiquement. Hein? Alors moi, c'est ça que je voudrais qu'on comprenne. C'est que les midotes d'une personne, c'est le côté vivant de la personne qui lui permet de sentir des choses que les autres ne peuvent pas sentir. J'ai croisé quelqu'un et j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. On en a parlé malheureusement la semaine dernière, il y a quelques semaines je veux dire, quand on a croisé quelqu'un et qu'on n'a pas réussi à sentir qu'elle n'allait pas bien, on s'en veut énormément. Vous savez pourquoi? On n'a pas été assez vivant. On n'a pas vécu ce que cette personne vivait. C'est une faute. C'est une faute. C'est une défaillance. Maintenant, ça veut dire quoi? À quoi ça nous renvoie? À nos midotes. Évidemment, quand on se préoccupe que de soi, on ne peut pas sentir les autres, c'est pas possible. Et bien, vous voyez, l'intelligence, c'est ça. L'intelligence, c'est pas une capacité intellectuelle, cérébrale, non. Chez nous, l'intelligence, elle a cette valeur parce qu'elle permet de ressentir les choses. Comme le safek que j'ai réussi à résoudre. Pourquoi? Parce que j'ai senti qu'il fallait que je prenne une décision dans ce sens. J'aurais pu la prendre dans l'autre sens. Intellectuellement, c'était kiff-kiff, 50-50. Mais moi, cet être vivant, dans ma vie à moi, je pouvais prendre que cette décision. Je l'ai pris, je vais beaucoup mieux. Simcha. La Gemara n'hésite pas à employer ce terme. Vous savez que simcha,
La joie, c'est quoi la vertu de la joie? Je vous dis en un mot. En un mot. Quand vous voyez les gens sauter sur les camions dans la rue ou quoi, il faut prendre le bon côté des choses. C'est que la simcha, mes chers amis, elle nous anime. Quand on est dans la joie, on est plus vivant que quand on n'est pas dans la joie. C'est un fait. Alors peut-être que notre cœur bat de la même manière, nos organes fonctionnent exactement de façon identique, mais il y a moins de vivacité en nous. Par exemple, quand on est joyeux, on a l'impression que tous les autres problèmes ont beaucoup moins d'importance. C'est quoi, c'est un miracle? Hein? C'est pas un miracle. Hein, c'est parce que plus on vit, et plus les choses importantes prennent de l'importance, et les choses moins importantes prennent moins d'importance. Vous voyez? Ça veut dire qu'en fait, l'intensité, elle a un seul indice dans la vie, la vie. Plus je vis, et plus ce qui fait partie de ma vie est intense. Et plus ce qui fait moins partie de ma vie, est moins intense. Voilà ce que c'est la simcha. Alors, résoudre un safek, c'est une simcha. C'est une expérience. Pourquoi? Parce que la façon dont je résous mon safek, c'est la façon dont je vis. Voilà pourquoi je ne peux demander conseil qu'à des gens qui sont capables de vivre le problème avec moi. Très peu. C'est pour ça qu'on dit que, par exemple, on peut demander conseil à un grand rave. C'est quoi un grand rave? C'est pas seulement quelqu'un qui est érudit, qui est intelligent, c'est quelqu'un qui fait un travail sur lui. Et il se travaille tellement que quand vous allez lui poser une question, il vit la question avec vous. Moi, j'ai eu comme ça des expériences extraordinaires dans ma vie. Extraordinaires. Je vais vous raconter une petite histoire. Un jour, on est allé voir le Rav Obadia Yosef. On est allé le voir le jour ou le lendemain de la mort de... comment il s'appelait non, pas du tout. L'archevêque de Paris, là, comment il s'appelait Lustiger. D'accord? Et en fait, quelqu'un avait téléphoné à mon père pour lui demander est-ce qu'on doit dire Kaddish ou pas pour Lustiger. Alors, ce jour-là, par hasard, on était chez Rav Obadia Yosef. Mon père lui pose la question. Il dit voilà, qu'est-ce que vous pensez, etc. Il sait qui Lustiger, d'accord? Et il explique. Il explique qu'en fait, il a été déporté, comme à Mavdil Rav Lao. Simplement, malheureusement, ils ont suivi deux voies différentes. Et lui... Mais il savait qu'il était juif. Il savait qu'il était juif parce qu'un jour, mon père, dans une discussion comme ça un peu tendue, il lui avait dit gentiment, il lui avait dit n'oubliez pas que je suis un Lévi. Hein. Et mon père lui dit non, j'oublie pas. Et d'ailleurs, je ne désespère pas de vous ramener sur le droit chemin. Bon, malheureusement, ok. Rav Obadia, il entend cette histoire. Vous savez ce qui s'est passé? Il s'est mis à pleurer. Il dit, le pauvre. Quoi, un juif qui devient archevêque? Et il pleure. C'est pas incroyable, ça? Moi, j'ai plusieurs fois dans ma vie, tu me parles de Rav Mordechai Eliyahu, j'ai eu la chance d'être proche de lui, etc. Les gens venaient lui raconter des histoires. Il avait les larmes aux yeux. Moi, non. Moi, non. J'avais pas cette sensibilité. J'avais pas ces midotes. J'avais pas cette vitalité qu'un homme peut avoir quand il sait vraiment travailler. Et vous voyez, pour moi, Chorma, Bina, Da, tout ce que vous voulez, ce sont des paliers, qui sont des niveaux, qui me permettent de développer cette vivacité, cette sensibilité, qu'on appelle l'intelligence. Ça, c'est de l'intelligence. Ça, c'est de l'intelligence. L'intelligence, ce serait un enfant à qui on dit le petit Ludovic veut prendre son bain, il remplit sa baignoire dans laquelle il y a un trou par lequel 1 litre d'eau coule toutes les 10 minutes, alors que son robinet fait couler 800. L'enfant, il se met à pleurer, il dit le pauvre Ludovic, comment il va se doucher? Ça, c'est un enfant intelligent. Ça, c'est un enfant intelligent. Ça n'existe pas. Hein. Vous comprenez l'idée? C'est ça, Roi HaKodesh. Roi HaKodesh, c'est... En fait, vous savez, une chose, elle est Kodesh quand elle est plus spécifique. C'est-à-dire que Kodesh en français, c'est consacré. Et c'est vrai. Consacré, c'est-à-dire que c'est réservé à. Plus c'est réservé, plus c'est intime, plus c'est privé, plus c'est Kodesh. Plus c'est Kodesh. Vous savez la différence qu'il y a entre la moralité et l'immoralité? Vous savez ce que c'est la vraie différence?
L'immoralité, c'est un acte qui n'a aucune intimité. Parce que il peut être fait avec n'importe qui, dans n'importe quelle condition. Il n'y a aucune exigence. Le même acte, quand il est dans l'intimité, quand il est ultra réservé, exclusif, eh ben il est kadosh. C'est le même acte. Voilà ce que c'est Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh, c'est cette intimité extrême que j'entretiens notamment avec mes capacités intellectuelles, avec ma perception, avec ce que je suis capable de comprendre ou de ne pas comprendre. Et si un jour vous venez me poser un problème et que je suis obligé de vous dire, excusez-moi, j'arrive pas à comprendre votre question, c'est un échec. C'est un échec. Enfin, c'est un échec. Ce serait bien de le considérer comme tel. J'aurais tellement voulu être assez sensible et assez concerné, vivant, kadosh, pour pouvoir vivre le problème que vous me posez. Alors j'aurais pu vous aider et vous donner un bon conseil. Ok? Donc ça, c'est la dimension suprême de l'intelligence. Le rapport qu'il y a entre l'intelligence et les midotes de la personne. Ok? Alors voilà. Si on pousse notre raisonnement à bout, jusqu'au bout, et en fait c'est là que je voulais arriver, ça va en même temps être le début de notre conclusion, c'est qu'en fait, mes chers amis, le temps et l'intelligence ont une vertu en commun. Ok? Une vertu en commun. Quelle est la valeur suprême du temps? Alors, c'est quoi le temps le plus important? Je dis franchement, me poser comme ça la question, c'est impossible de répondre. Hein. Ok? Mais quand je vais vous donner la réponse, vous allez comprendre pourquoi j'ai posé la question comme ça. La plus grande vertu, la plus grande valeur du temps, c'est Bereshit ou Rosh Chodashim. Ça veut dire quoi? Écoutez bien. Écoutez bien. Par exemple, voilà, j'ai une question à vous poser. Vous connaissez la différence qu'il y a entre Olam Hazé et Olam Haba? Comme ça, quoi. Hein? Dites-moi, qu'est-ce qui est plus important? Olam Hazé ou Olam Haba? Non, je te répète, j'ai jamais la bonne réponse. Olam Haba? Olam Haba, c'est une suite. Non. Non, c'est intéressant parce que j'aimerais bien vous demander pourquoi tu me dis Olam Haba, pourquoi tu me dis Olam Hazé. Parce que c'est vrai, c'est 50-50 quoi. D'un côté, j'ai expliqué, d'un côté, Olam Haba, c'est comme un aboutissement quoi. C'est l'aboutissement. On vit pour arriver dans le Olam Haba. Vous savez, il faut une vie entière pour comprendre ce que je vais dire. Mais la seule réponse qu'un juif peut répondre quand on lui demande pourquoi tu vis, c'est pour Olam Haba. Après, maintenant, il faut toute la vie entière pour le comprendre. Ok? Mais c'est le but ultime. D'un autre côté, Olam Hazé, je suis là, quoi. C'est maintenant, tout de suite, là. Olam Haba, on a le temps. Écoutez bien. Pourquoi Olam Hazé a une priorité sur le Olam Haba? Parce que, voilà. Parce que c'est grâce à lui qu'il peut exister. Ça veut dire, j'explique. Olam Haba, par définition, c'est un futur. Un jour, je vous avais demandé dans un cours, quand on sera dans le Olam Haba, comment il s'appellera? Olam Hazé ou Olam Haba? Bonne question, hein? Je ne vous donnerai pas la réponse ce soir. Il fallait venir, c'est un autre cours. Ok, on a expliqué. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il n'est possible que parce qu'il est le résultat de Olam Hazé. Donc ça veut dire comme ça, de deux choses une. Ou bien Olam Hazé, je le considère comme une expérience qui se limite dans ce Hazé. C'est un présent, puis il n'y a rien d'autre derrière. Donc on est dans la matérialité la plus déprimante. On est dans l'apparence des choses, dans un présent, encore une fois, qui est complètement stérile, que Dieu nous en préserve. Ou alors non, au contraire, je veux profiter de Olam Hazé, parce qu'Olam Hazé me permet de faire le projet qui s'appelle Olam Haba. Or, quand Dieu a créé le monde, écoutez bien,
Avant que quoi que ce soit n'existe, il l'appelle, le temps dans lequel il crée, il l'appelle Bereshit. Mais si vous avez noté, on en a parlé il n'y a pas longtemps, le premier jour, il s'appelle comment dans la Torah? Il s'appelle Yom Echad. Et le deuxième, Sheni. Et le troisième, Shlishi. Normalement, selon cette règle, le premier jour, il aurait dû s'appeler comment? Rishon. Premier, deuxième, troisième. Or là, il s'appelle jour 1, jour deuxième, jour troisième. Pourquoi cette différence? Voilà, parce que ma question, elle est nulle. Parce que quand il n'y en a qu'un seul, c'est pas le premier, c'est le seul. Après, il y en a un deuxième, donc c'est le deuxième par rapport au premier. N'est-ce pas? Bonne réponse. Alors pourquoi le premier mot, c'est Bereshit? Réchit de quoi? Il n'y a rien d'autre. Quand vous racontez une histoire, je veux bien que vous disiez, alors au commencement, mais quand vous créez l'histoire, c'est pas un commencement, c'est l'histoire. Alors comment on peut employer un terme que l'on conjugue à un temps qui n'existe pas encore? Réponse. C'est la raison d'être même de l'existence du monde. Ça veut dire, écoutez bien, Bereshit, c'est pas une introduction au début de la phrase, non. C'est en facteur commun pour tout ce qui va suivre. Mes amis, toute l'histoire que vous allez lire, c'est quoi? C'est un Réchit. Pourquoi? Parce que si ça ne débouche pas sur autre chose, tout ça, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Parce que comme on l'a dit à de nombreuses reprises dans nos cours, toute expérience n'a de valeur que parce qu'elle permet d'être juste après. L'exemple que je donne toujours, c'est quoi? Si vous voulez vraiment m'énerver, vous venez à la fin du cours et vous me dites « On a passé un très bon moment. » D'accord? C'est pas du tout le but, vraiment. Non, franchement, moi je me fatigue pas pour que vous passiez un bon moment. Je suis sûr qu'il y en a d'autres qui savent le faire beaucoup mieux que moi. Non. Moi, je veux bien qu'on étudie la Torah, ok, pour qu'après ce moment, il y ait quelque chose qui change. C'est-à-dire que ce moment-là, c'est un réchit. Vous avez appris quelque chose, c'est quand le cours terminera qu'il va véritablement commencer. Et il n'y a que quand la vie, elle est vécue de cette façon qu'elle a une valeur. C'est quoi le concept de la stérilité, de la fécondité? C'est quoi? C'est qu'une expérience stérile, c'est une expérience qui se termine au moment où elle s'achève. Il n'y a plus rien derrière. Stérile. À l'inverse, c'est quoi la fertilité? C'est que je ne sais pas combien de temps ça dure, mais qu'est-ce que ça va entraîner? Je ne peux même pas imaginer. C'est ça Bereshit. C'est ça Rosh Chodesh. Alors mes chers amis, l'intelligence, c'est ça. L'intelligence, ce n'est pas une faculté qui peut me permettre de comprendre les choses. Non. L'intelligence, c'est une faculté qui me permet une perspective. Vous voyez, moi, ce que j'aime bien, quand je parle à quelqu'un qui est beaucoup plus intelligent que moi, ça m'arrive sans arrêt, ok, c'est que je perçois dans ce qu'il dit que je n'ai pas tout compris. En même temps, quelque part, c'est énervant. C'est énervant. C'est énervant, mais c'est motivant. Parce qu'en fait, ce que j'apprends, ce n'est pas des informations, non, c'est des perspectives. J'étudie avec un rave, il est beaucoup plus fort que moi. Il m'apprend tous les méandres du Passouk et de la page de Gemara. Je me dis, mais c'est magnifique parce qu'il m'ouvre des perspectives qui sont infinies. Alors finalement, quand il termine son cours, j'ai encore moins compris que ce que j'avais compris avant. Mais il m'a ouvert des perspectives. En fait, c'est un réchit de ce cours. C'est quoi un safek? Vous savez ce que c'est un safek? Un safek, c'est une situation dans laquelle je n'arrive pas à avoir de perspective. Parce que si je vais d'un côté, je me dis pourquoi pas de l'autre? Alors je vais aller de l'autre, en me disant, mais non, peut-être le premier était meilleur. J'en ferme une, alors tout d'un coup l'autre elle s'ouvre. C'est une perspective. C'est une simra. C'est ça une expérience, mes chers amis. C'est ça l'histoire de la Torah. Lorsque Hachem a créé le monde, il a créé une perspective. Il l'a appelé Bereshit. Et nous, on est là, on dit, mais c'est extraordinaire. On comprend qu'on n'a rien compris. Qu'on ne comprendra jamais rien. Alors demande Rashi, ok, c'est très beau. Ce ne serait pas mieux de commencer avec une mitzvah? Parce que dans une mitzvah, qu'est-ce qu'il y a? C'est que même si l'homme ne comprend rien, mais il a au moins quelque chose à faire. Il est au moins obligé de s'impliquer, c'est une expérience. La question de Rashi, elle est remarquable.
On a l'impression que la Torah a choisi une démonstration philosophique ou intellectuelle dans laquelle l'homme est un spectateur admiratif, bouche bée, mais il n'a pas de rôle. Demande Rashi, mais non. Mais la perspective, elle est intéressante quand elle devient un rôle pour l'homme. Quand c'est une découverte personnelle. Allez, vas-y, fais-la la mitzvah maintenant. Fais la mitzvah de créer du temps. De décider que c'est un nouveau mois maintenant là. Parce que tu as vu la lune et tu allais raconter à tout le monde. Alors Rachid dit, c'est là que la Torah aurait dû commencer. N'était-ce la réponse? La réponse, elle est remarquable. La question existera toujours. C'est là qu'on aurait dû commencer. Vous avez compris ce que c'est une vraie question? Une vraie question, c'est une perspective qui s'ouvre. Elle ne se referme jamais. Jamais. Je vous l'ai posée, vous m'avez répondu, merci pour votre réponse. Mais ma question, elle continue d'être une alternative qui continuera de me préoccuper. C'est ça une expérience. Mes chers amis, dans la vie, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de réussite. Il y a des expériences qui débouchent sur certaines choses et d'autres qui débouchent sur rien. Vous avez des gens qui ont connu des réussites magnifiques, ça n'a rien donné. Il y a des fois dans la vie, on est confronté à un échec retentissant, mais il nous change définitivement. Il est une vraie question qu'on n'arrêtera jamais de se poser. Jamais de se poser. Vous savez, la question la plus dramatique, c'est l'erreur que quelqu'un commet, et malheureusement, il a l'impression que sa vie, il a joué avec sa vie. Et voilà que tout au long de son existence, il continuera à se demander, mais pourquoi j'ai fait telle chose? Et on viendra lui dire, si je lui pose la question, c'est que ce n'est pas une expérience stérile. C'est une expérience féconde. Même si ça a été une erreur. Il n'y a pas d'échec et il n'y a pas de réussite. Il n'y a que des perspectives dans la vie. Ce qui n'est pas une perspective, n'est pas synonyme de joie, n'est pas synonyme de vitalité, de vivacité, de vie tout court, de compréhension. C'est une expérience stérile, que Dieu nous en préserve. Il y avait deux débuts possibles dans la Torah, deux perspectives, une qui s'appelle Bereshit, une qui s'appelle Rosh Chodesh. Voilà mes chers amis. Je vous souhaite Chodesh Tov.